C'est le moment de recevoir notre invitée de ce vendredi. Bonjour, Angéline Escafré-Dublé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez de nombreuses casquettes, on ne va pas toutes les citer. Vous êtes historienne, chercheuse, spécialiste de l'immigration. Mais vous êtes là ce vendredi en tant que co-commissaire de cette exposition baptisée Paris-Londres Music Migrations. C'est au musée de l'immigration. Elle donne à voir, pour résumer, les liens entre musique, immigration, lutte sociale et politique. Avant toute chose, quel est le projet? En quoi consiste-t-il? Alors, on voulait comparer les migrations postcoloniales en particulier en Grande-Bretagne et en France. Et l'idée, c'était de raconter une nouvelle histoire de cette contribution des migrations venues des anciennes colonies, en particulier à Paris et à Londres, à travers la musique, pour montrer à quel point les apports extérieurs, et en particulier des colonies, ont transformé ces villes qui sont passées d'anciennes capitales d'empire à des métropoles internationales, et à quel point la musique a joué un rôle dans cette transformation. Les scènes musicales de ces villes se sont retrouvées transformées. L'exposition tourne autour d'une période précise, entre 1962 et 1989. Pourquoi cette période? 1962, vous savez que c'est l'indépendance de l'Algérie, mais aussi l'indépendance de la Jamaïque. On a trouvé que c'était un point commun qui déjà nous montrait à quel point ces deux villes se ressemblent. On croit souvent que Paris et Londres sont très différentes, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui les rassemblent. Et notamment cet afflux d'immigrés juste avant les indépendances qui viennent de Jamaïque, des Caraïbes en général pour Londres, et puis qui viennent beaucoup d'Algérie aussi pour la France. Ça, c'est un point commun entre ces deux villes. Et puis 89, c'est la fin des années 80, c'est le moment où Paris comme Londres se vivent comme des villes multiculturelles, et on ne sait pas toujours à quel point cette transformation de leur identité est liée aux immigrés, puis à la musique qu'ils ont apportée. Et dans ce brassage, Londres va se retrouver par exemple avec des populations qui occupent son centre, entre guillemets, parce que la grande bourgeoisie va se délocaliser vers la banlieue. Pareil pour la France, on va se retrouver avec des populations dans le centre de Paris, à Barbès notamment. Mais ce fameux lien entre musique et lutte politique et immigration, comment s'est-il créé? Enfin, ma question, c'est à quel moment a-t-on compris qu'on était dans une sorte de convergence des luttes avant la lettre, si je puis dire? Alors, c'est le propos qu'on dit dans cette exposition. C'est de montrer à quel point la musique sert aux individus en général, aux jeunes en particulier, pour se rassembler, mais aussi pour s'exprimer et ensuite, effectivement, pour porter un message politique. Et les deux s'alimentent, c'est-à-dire que la musique vient alimenter le combat politique et puis le combat politique alimente la musique et ce sont des relations qui sont assez vertueuses. Et c'est surtout à partir des années 70, en particulier dans la lutte contre le racisme, que la musique et les musiques jeunes et le rock, le punk, le ska vont s'allier pour combattre le racisme, d'abord à Londres avec les concerts Rock Against Racism et ensuite... Dont on a peut-être l'affiche. C'est très bien si vous avez l'affiche. Oui, mais déjà, absolument. vous avez effectivement des affiches, des campagnes contre le racisme et il faut savoir que le mouvement antiraciste à Paris comme à Londres a été largement alimenté, soutenu par ces groupes de rock, de punk, qui ont fait vraiment du combat antiraciste le cœur de leur engagement à ce moment-là. Parce que ce moment-là, ce mouvement-là, Rock Against Racism, rock contre le racisme, est né plus ou moins dans ce contexte, évidemment. Et puis, à un moment aussi, un temps fort, ce scandale, on peut le dire comme ça, Eric Clapton. Voilà, Eric Clapton, lors d'un concert, Eric Clapton qui a repris la chanson I Shot the Sheriff de Bob Marley, qui en a fait un succès, a des propos racistes lors d'un concert, ce qui choque de nombreux membres de l'auditoire. Il y a aussi notamment des immigrés issus de la Jamaïque qui sont dans l'auditoire et qui entendent Eric Clapton avoir ses propos. Et donc la réaction de nombreux groupes de musique, de nombreux chanteurs comme les Clash, est de dire non, les musiciens ne sont pas racistes parce qu'on doit énormément aux musiques afro-américaines, aux musiques noires britanniques, à ces apports venus de l'extérieur. Et on ne peut pas se permettre en tant que musicien d'être raciste et en tant que citoyen en général. Parce qu'ils ont trouvé un large auditoire. Comme vous voyez, c'est le public de Rock Against Racism qui était très nombreux à Londres. Il y a beaucoup de choses à voir, à entendre dans cette exposition. Il y a des photos, bien sûr, mais également de l'électronique ancien. 62-89, qu'est-ce qui est resté finalement de cette aventure, de cette période? Quel en est l'héritage? Alors, ce qu'on voudrait dire, c'est à quel point nos musiques actuelles sont les héritières de toutes ces vagues migratoires, de toutes
de toutes ces rencontres aussi entre artistes dans les clubs de Londres, mais aussi dans les squats parisiens dans les années 70, dans les années 80. Et on ne connaît pas forcément toujours cette contribution. Donc notre volonté, c'est vraiment d'exhumer ces liens, de faire connaître aux visiteurs. Vous voyez, ces chanteurs, en fait, ils étaient amis, ils se retrouvaient dans ces lieux-là. On a essayé de faire une exposition un peu immersive où on s'assoit sur des banquettes, la banquette du Palace des années 80, où on écoute des musiques à travers, évidemment, des casques. Voilà, donc photos, musique, mais aussi immersion dans des atmosphères historiques différentes, 70, 80. Voyage entre Paris et Londres. Vous dites, Angéline Escafré-Duplet, que quand vous avez commencé à réfléchir à cette exposition, le concept de Brexit n'existait pas et que cette exposition, finalement, c'est un pied de nez au Brexit. Expliquez-nous. Absolument. Donc, on a travaillé cette exposition au cours de plusieurs années. Et entre-temps, donc, le Brexit est arrivé. Et nous, l'idée, ça a été de montrer à quel point Paris et Londres se ressemblent. Et donc, on a tout à perdre, évidemment, de ce Brexit. Mais que peut-être ces liens sont tellement forts. On montre des connexions entre certains artistes qui vont entre Paris et Londres, qui créent des connexions musicales. En fait, ces décisions politiques ne peuvent en rien altérer des liens qui existent et qui, à mon avis, perdureront. D'où la seconde partie de la question que je veux vous poser. Vous êtes spécialiste des migrations. On imagine bien que cette exposition, c'est aussi le prétexte pour parler d'autre chose, notamment de la migration. Quel regard portez-vous sur les problématiques actuelles sur la migration, au-delà des fantasmes, au-delà des mensonges même que peuvent raconter certains responsables politiques? Quand vous entendez par exemple que les migrations font partie des principaux défis des décennies à venir, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, pour avoir effectivement travaillé comme historienne et puis comme politiste aussi sur les questions d'immigration, moi, ce que je peux vous dire, c'est à quel point, effectivement, l'immigration infuse nos vies. Ça fait partie, je veux dire, il y a à peu près au moins un Français sur 4 qui a au moins un parent issu de l'immigration. Donc, on a tous un lien avec l'immigration. Un lien beaucoup plus confortable, aisé, une articulation beaucoup plus facile que ce que veulent nous faire croire les politiques, effectivement. Je trouve qu'il y a une disproportion dans la manière dont qui est accordée à l'immigration comme problème, alors qu'en fait, c'est aussi le cas de ce genre d'exposition, montrer à quel point c'est un apport positif. Les musiques britanniques, françaises ne seraient rien sans ces apports-là. Elles n'auraient pas leur répondant international. Donc, il y a, à mon avis, que des avantages. Et puis, finalement, on a une manière... sans exotisme aucun. Ah non, il n'y a pas d'exotisme, puisqu'en fait, ce sont des musiques qui se métissent, qui s'hybrident, qui sont très parisiennes, très londoniennes. C'est vraiment cette idée de creuser nos villes, nos pays sont des villes qui sont capables de recevoir et qui n'ont que des bénéfices à tirer de cela. Et puis peut-être ce que je pourrais dire comme spécialiste effectivement de ce qu'est l'immigration, c'est à quel point il me semble que quand on parle d'immigration en politique ou dans les médias, c'est un certain aspect de l'immigration. C'est vraiment la venue des autres. En fait, il y a quantité de gens... C'est la question que je vous posais. L'état actuel de la recherche scientifique universitaire autour de cette question-là. On voit une distorsion entre la réalité des faits, le fait qu'il y a énormément d'apports économiques, culturels apportés par les personnes venues d'ailleurs, et on a un peu un discours politique qui tend à aussi nous dire que les immigrés, c'est pas tout à fait ce qui correspond à la définition de l'INSEE. Les immigrés sont les personnes qui ont l'air un petit peu étrangères, mais en fait, il y a quantité de gens que l'on côtoie au quotidien qui ont un lien avec l'immigration. Donc il y a une distorsion entre les faits et la réalité. Y a-t-il comme chance que les scientifiques comme vous se fassent entendre et fassent plus de bruit peut-être que justement ces responsables... Comment porter sur le devant de la scène cette question-là sur le plan scientifique par rapport à ces élucubrations, ces bruits, comme on dit en communication, de responsables? Nous, on travaille à accumuler des données. Je peux vous dire qu'il n'y a que quelques milliers de personnes qui ont un statut d'immigré illégal par an par rapport à des millions de Français. Donc, on travaille, on accumule des données qui sont disponibles sur les sites de l'INED, de l'INSEE. Mais aussi, on utilise l'art comme une exposition au musée de l'immigration. Mais je pense que les artistes peuvent être des relais aussi pour effectivement changer les visions, changer les récits. Et montrer qu'en fait, on a tout à gagner en fait, à partager ces histoires-là et ces expériences-là. Paris-Londres Music Migrations, c'est au musée de l'immigration. Qu'y a-t-il comme événement en marge de cette exposition?
Alors, il y a toute une programmation musicale qui est prévue. On a déjà eu un ciné-concert par Asian Dub Foundation qui est venu jouer autour de la bataille d'Alger. Et puis, il y aura des temps forts organisés, en particulier au moment de la fête de la musique, où on essaiera de faire venir des musiciens de Londres pour faire vivre effectivement cette circulation Paris-Londres à travers les musiques et puis en lien avec l'immigration. Elle dure jusque début 2020. 5 janvier. Angéline Escafré-Dublin. On va peut-être écouter, puisqu'il est question de musique. Allez, oui. Jacqueline Tayeb, il est 7 h du matin, si vous le voulez bien. Merci d'être venue jusqu'à nous, co-commissaire de cette exposition au Musée de l'immigration à Paris. C'était l'invité de ce vendredi. On se quitte sur ces notes de Jacqueline Tayeb. Il est 7 h du matin, c'était dans les années 60. Née à Tunis, Jacqueline Tayeb, chanson enregistrée à Londres. Voilà. Lien Paris-Londres. C'était l'invité de ce vendredi. Restez sur notre chaîne, on se quitte en musique. Il est 7 h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Ouais, c'est pas tout à fait ça. Je trouve plus ma brosse à dents.